en direct du Paris Radio Show 2026. L'émission commence maintenant. Bienvenue dans Connected Mate. Jingle. Connected Mate. La radio se dit parfois artisanale, se dit souvent locale, la radio se dit humaine. Et pourtant, l'intelligence artificielle est déjà partout. Dans les rédactions, dans les workflows, dans les choix éditoriaux, dans la distribution, dans la publicité aussi. Pas demain, non, pas en test, maintenant et pour de vrai. Alors comment réinventer la radio à l'ère de l'intelligence artificielle ? Radio France publie une charte IA, supervision humaine obligatoire, génération ex nihilo interdite. Le syndicat national des journalistes a réclamé un engagement clair, des voix uniquement humaines. Pendant ce temps, il y a des pipelines qui transforment chez certains 3 heures d'entretien en angle, en synthèse, en flash. RTS annonce 60% de gain de temps, mêmes effectifs, plus de contenu. HN permet de cloner des voix. Notebook LM permet de créer gratuitement et en quelques minutes des contenus audio de bonne qualité, imitant presque parfaitement un échange entre 2 personnes dans un studio radio. Les comédiens de doublage disent « stop, ne volez pas nos voix ». Alors la question est simple, l'IA crée-t-elle réellement de la valeur pour la radio, ses auditeurs, ses annonceurs et pour celles et ceux qui travaillent dans ce secteur? L'usage massif de l'intelligence artificielle annonce-t-il la fin de certains métiers ou au contraire l'arrivée de nouveaux métiers? On en parle avec mes invités. Sous vos applaudissements, Mathieu Mondoloni, directeur de l'information du réseau ICI Radio France. Salut Mathieu. François-Xavier Delacou, directeur général du réseau RTS FM. Marie-Noëlle Lemoyle, directrice en charge de la stratégie marketing et de l'innovation chez Énergie Globale. Régis Verbiguier, directeur général de Radio Player France. Jean Devancastel, représentant de l'association lesvoix.fr. Et c'est aussi, on me l'a dit dans l'oreillette, le bras droit de Patrick Cuban, que vous connaissez bien. Et pour une trop courte intervention, la talentueuse Pascale Wakim, comédienne, voix et podcasteuse. Réinventer la radio à l'ère de l'IA, on en parle bien évidemment avec le public présent ici en direct du Paris Radio Show 2026. Et si avant l'IA, avant les outils, avant les workflows, on démarrait par la voix. La voix qui est au cœur de la radio, la voix qui porte l'information, la voix qui installe la confiance, la voix qui crée l'intimité avec l'auditeur. Aujourd'hui, cette voix peut être copiée, entraînée, rejouée, mais sans âme, avec le risque de casser le contrat émotionnel. Et si le contrat casse, l'audience ne sait plus qui parle. Et quand l'audience ne sait plus qui parle, la radio devient une interface, une simple interface. Alors on commence ici, pas par la techno, mais par ce qui fait que la radio existe encore. Première question, elle est pour Pascal. Pascal, si les machines savent parler, elles n'arrivent pas encore à nous émouvoir. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour qu'une voix touche au plus près nos émotions? Alors juste pour donner un petit peu de contexte, moi je suis une jeune comédienne voix off entre guillemets, donc moi je suis arrivée sur le marché, je dirais presque en même temps que ChatGPT, donc vous apprécierez mon excellent sens du timing. Pourquoi on dit comédien voix off, comédienne voix off? Parce que de la même façon que les comédiens de plateau jouent et ressentent toutes leurs émotions, il se passe la même chose devant le micro. Et que si on n'est pas connecté fondamentalement avec ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de lire, si on ne le vit pas, on n'y croit pas et personne n'y croit non plus. Donc je dirais que, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... C'est bon. Merci Pascal. Je me tourne vers François-Xavier Delacou, tu es directeur général du réseau RTS FM. Qu'est-ce que selon toi, l'IA ne pourra jamais remplacer dans la voix, dans la narration ou l'expérience audio humaine? Bonjour à tous, c'est ce que vient de dire Pascal, elle ne pourra jamais vivre le moment, l'instant. Une IA, il faut le rappeler, c'est un algorithme probabilistique, donc ce sont des chiffres. Elle ne comprend pas. On vous donne l'illusion qu'elle comprend, qu'elle vous comprend, qu'elle vous parle, mais ce n'est qu'une illusion. Ce ne sont que des maths en fait. Ce ne sont que des maths. Elle ne sait pas dans l'environnement où elle vit, où elle est, même les modèles qui visuels, qui permettent de voir ou de reconnaître des objets. Si elle ne l'a pas appris, elle ne les reconnaît pas et elle ne sait pas ce que c'est. Donc ça ne remplacera jamais ça. Ça ne remplacera pas ces connexions que crée la voix. Et ces connexions avec l'humain et cette interprétation. Alors maintenant, tiens, je vais poser la question à Jean Devancastel. Jean, on dit que
l'intelligence artificielle est en train de trier le marché des voix. Je ne sais pas si le mot est très joli, mais enfin bon, on se dit ça. D'après toi, qui va disparaître et qui va monter d'un cran ? Je pourrais faire un effet d'annonce en disant que tout le monde va disparaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Tu viens de plomber l'ambiance dans cette salle, c'est dingue. Mais oui, non, mais c'est vrai. Parce que le problème, c'est que si on arrive effectivement à dupliquer, remplacer, ça veut donc dire qu'on ne va pas coexister avec l'IA. Il y aura forcément, je dirais, des IA qui feront ce que nous faisions avant. Et on parle de la voix aujourd'hui, mais on peut se poser la question, puisque j'ai entendu qu'on faisait des textes, j'ai entendu qu'on faisait des scripts, et j'ai entendu qu'on faisait qu'on générait des news. Donc, c'est-à-dire que vraisemblablement, on fait tout ce que l'humain était censé faire. C'est-à-dire l'humain qui avait, je dirais, une humanité, donc une conscience. C'est-à-dire, est-ce que je peux dire ça ? Est-ce que je ne peux pas dire ça ? Est-ce que je peux ? Est-ce que ? Voilà, la question. L'humain, ça doute. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de la radio, c'est le doute, c'est l'accident, c'est l'incident, c'est les accros, et ça existe également dans la voix. Quand on fait une interprétation, ou quand on parle, naturellement, ce que je fais là, forcément, il y a parfois des sursauts, je me suis trompé, j'ai fait des erreurs, etc. Ça crée effectivement un lien entre la personne qui écoute et la personne qui parle. Avec l'IA, ça, en revanche, ça n'existera pas. Mais c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que nos jeunes auditeurs, parce que forcément c'est de l'audience, nos jeunes auditeurs s'habituent tout doucement. Je dirais, ça s'infiltre, ça s'infuse. Les auditeurs s'habituent tout doucement, en fait, à une baisse de la qualité de celui qui parle, la baisse d'implication de celui qui est et de celui qui l'écoute. Et si effectivement on laisse faire ça, avec des publicités sans âme, des phares, etc. Enfin, je ne vais pas refaire le débat, mais en tout cas, si on laisse faire ça, je pense qu'à terme, c'est beaucoup plus dangereux qu'on ne le pense et qu'il y aura beaucoup plus de victimes qu'on ne le pense. Vive les aspérités, en fait, hein, et c'est un peu comme avec le vinyle, c'est sympa quand ça croustille. Voilà. Donc, il faut qu'on garde un peu ça. On crée des sons numériques qui croustillent maintenant, c'est pour dire. C'est bon quand ça croustille. J'espère que vous qui êtes présents, Paris Radio Show, vous aimez quand ça croustille aussi. Est-ce que vous pouvez lever la main ? Préférez des choses qui croustillent ou des choses qui sont finalement très standards ? Alors, ceux qui votent pour « je veux que ça croustille », vous levez la main. Ouais, c'est pas si massif que ça. Et non, pourtant, personne ne dort. Donc ça, c'est génial. Merci. Donc bon, voilà. Donc, ils préfèrent des trucs qui croustillent. On va... Allez... Autre question, alors je vais la poser à Pascale, qui va devoir nous quitter, non pas parce que les voix vont être remplacées, c'est parce qu'elle a autre chose à faire au Paris Radio Show, donc voilà. Ça serait quand même très rapide. Ça serait très rapide comme départ, hein, si tu veux, voilà. Bon, tu vas devoir vous quitter parce que d'ailleurs, comme toute bonne voix off, vous savez, la voix off, elle disparaît juste après avoir donné le meilleur. Donc Pascale va nous faire ça. Je te mets un peu un challenge par rapport à la question que je vais te poser. La dernière question pour toi, Pascale, avant que tu nous quittes, face à cette transformation, quelles nouvelles opportunités vois-tu pour celles et ceux qui vivent de leur voix ? Alors, les nouvelles opportunités, je pense que déjà, on se dirige peut-être un peu plus vers un travail d'orfèvrerie avec la voix. Je dirais que l'arrivée de l'IA, évidemment, moi, j'ai été directement impactée étant une jeune voix off, donc il y a beaucoup d'opportunités que je n'ai pas réussi à avoir comme porte d'entrée et que d'autres à d'autres époques ont eu avant moi. Et je dirais que la segmentation du marché va faire qu'on va arriver à prendre des voix et à pousser les voix vers les contenus qui ont vraiment, qui cherchent quelque chose vraiment d'émotionnellement fort, d'artistiquement beaucoup plus fort. Donc quelque part, cette segmentation va peut-être pousser aussi les comédiens à devoir aller puiser plus profond au fond d'eux-mêmes. Pour ma part, je trouve aussi que le travail des comédiens est tellement intéressant sur leur voix, sur leur façon de placer leur voix, sur les textes, qui peuvent aider énormément de personnes aussi à faire de même dans d'autres secteurs. Je pense à l'entreprise, je pense à la prise de parole en public. Personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Il y a plein d'autres opportunités qui vont se présenter aussi qu'on ne connaît peut-être pas encore. Peut-être que demain, on sera amené à former des humanoïdes pour arriver à mieux parler aux vrais humains. Je ne sais pas encore, en tout cas, c'est beaucoup d'hypothèses qu'on formule. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'arrivée de l'IA a vraiment permis d'affiner et de faire la part des choses entre les voix off, tout court peut-être, et je dirais les comédiens voix off. Des voix, je pense que cette différence est vraiment apparue beaucoup plus clairement ces 3 dernières années. Et elle va pousser les comédiens à proposer peut-être des choses encore plus profondes, ou en tout cas à continuer à se lier à des agences, à des boîtes de production qui vont chercher à toujours mettre l'humain, l'émotion, l'authenticité au cœur de leur création.
C'est un peu la différence entre la pub et la réclame, en fait, là, que tu es en train de dire, c'est ça? Exactement. Enfin, je veux dire, pour une marque, si j'imagine une marque vouloir se connecter à moi dans un monde où avoir 1 minute de l'attention de quelqu'un est devenu une guerre sans nom, où on cherche à vraiment attraper les gens par leurs tripes, si cette marque s'adresse à moi avec une voix de synthèse, si c'est ça son meilleur atout, je douterais beaucoup plus facilement de cette marque. Donc c'est là où je pense que les uns et les autres vont choisir leur bataille. Ok, merci beaucoup Pascal, je crois qu'on peut vraiment beaucoup. l'applaudir. Merci à toi. On va retrouver tout à l'heure au XP Lounge derrière. Voilà, elle fait une petite au XP Lounge, vous la retrouverez. Voilà, c'était l'instant publicitaire. Je me tourne maintenant vers Marie-Noëlle Lemoyle, Énergie Globale. Marie-Noëlle, si les pubs diffusées sur Énergie deviennent, on ne sait pas, majoritairement en voix synthétique, est-ce qu'elles vont, d'après toi, encore toucher les auditeurs? Et puis deuxième question derrière, est-ce que tu penses que ça pourrait faire baisser l'attractivité de la marque Énergie pour les auditeurs? Ça rejoint les propos justement des voix, c'est qu'on le voit dans les publicités, on a des études qui montrent que la voix, l'émotion, l'histoire que l'on raconte est un pourvoyeur d'efficacité publicitaire. Donc si on a ces voix qui deviennent agentiques et ne traduisent pas ça, naturellement ou nativement, en fait, on va perdre cette efficacité-là. Maintenant, on commence à voir arriver de la personnalisation publicitaire, des créations publicitaires par l'IA. On en parlait tout à l'heure, que ce soit sur une géolocalisation, sur un moment de promotion. On le teste. En vrai, à date, on n'est pas encore arrivé à quelque chose qui soit efficace parce que la voix ne va pas être adaptée, ça ne va pas être le même ton. En tout cas, on sent une rupture dans l'histoire qu'on raconte à l'auditeur et ça, c'est pas efficace. Et après, tu parlais d'attention, je crois. Ouais, non, le risque que ça fasse peut-être baisser, à force d'utiliser des voix synthétiques, baisser l'attractivité même de la marque Énergie. Tu l'anticipes ou tu dis non, c'est encore trop tôt Encore une fois, si on a... on ne retrouve pas aujourd'hui, peut-être que ce sera plus tard, mais en tout cas, aujourd'hui, on ne retrouve pas ce que fait une radio, c'est-à-dire un animateur, une incarnation, une personnalité à travers sa voix, une émotion, un rendez-vous. Et ça, c'est quelque chose qu'au niveau publicitaire, aujourd'hui, on ne retrouve pas encore. Probablement que ça arrivera. C'est vrai que la radio, c'est avant tout un rendez-vous. Exactement. Okay. Allez, Mathieu, homme de radio, homme d'information. Mathieu, tu es directeur de l'information du réseau ici, Radio France. Hein. Est-ce que votre charte IA chez Radio France protège aussi l'auditeur de ce qu'il entend en publicité ou seulement ce que produit la rédaction ? Alors non, c'est tous les programmes que vous pouvez entendre, que ce soit la rédaction, donc les journalistes, que ce soit les gens, ceux qu'on appelle des programmes, donc des animateurs, des producteurs, etc. Et évidemment les publicités qui sont diffusées, puisqu'on garde la maîtrise de tout ça. Et cette charte, effectivement, elle nous engage sur tous les niveaux. Donc nous, on se refuse totalement à utiliser ça aujourd'hui. Je vais juste rebondir par rapport à tout ça, parce que c'est un débat qui est assez vertigineux, je pense. Non mais vraiment, hein, il y a un mot qu'on associe d'ailleurs assez régulièrement à l'intelligence artificielle, c'est les biais. Et chez nous, on part du principe, à Radio France, et je sais qu'on n'est pas les seuls, hein, que l'IA nous ment systématiquement. Voilà. Bon, ça, c'est le postulat de départ. L'IA nous ment. Pourquoi elle nous ment ? Parce qu'elle veut essayer de nous faire plaisir. Et donc, en fonction, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un algorithme. Elle essaie de répondre à nos demandes, et pour nous satisfaire au mieux, elle est capable d'emprunter des biais pour pouvoir répondre à la question qu'on lui pose correctement. D'ailleurs, il y a eu un article dans Le Monde, je ne sais pas si vous l'aviez lu, il n'y a pas si longtemps, qui parlait des doomers. Alors, les doomers, c'est les gens qui travaillent, des ingénieurs notamment, qui travaillent sur l'intelligence artificielle, et qui se sont émus de ce que l'IA était en train de devenir en disant qu'il faut tout arrêter. Je ne dis pas qu'il faut tout arrêter. En revanche, je pense qu'il faut réguler aujourd'hui. Et réguler dans le monde de la radio notamment, sur plein d'autres aspects, mais je vais parler de celui qui me concerne. Dans le monde de la radio, ça passe par une charte chez nous, mais ça doit passer aussi par des lois. Vous savez qu'il y a des discussions au niveau européen aussi pour essayer d'encadrer tout ça, parce que j'ai parfois l'image avec l'intelligence artificielle qu'on est en train de s'asseoir sur un toboggan dont on ne sait pas où il va nous mener, on met du savon pour aller plus vite. Donc il faut faire un petit peu attention à ce qu'on met en ce qu'on est en train de mettre en place. Encore une fois, c'est à la fois intéressant parce que ça nous offre des possibilités qui honnêtement sont foisonnantes et nous permettent de réaliser des choses, et peut-être qu'on en dira un mot tout à l'heure, mais qu'on ne pouvait pas réaliser dans un laps de temps aussi court que celui qu'on emploie aujourd'hui. Et en même temps, il y a des choses où il faut absolument se prémunir pour éviter d'aller dans une direction qu'on pourrait regretter demain. Mais ça demande un peu de courage quand même de refuser de la publicité parce qu'elle aurait été générée avec de l'IA, avec des voix IA. Pourquoi ? Non.
Non, mais Enfin, vous dites non à ces publicités ou vous acceptez de les passer à l'antenne? Non, à ma connaissance, on ne les passe pas à l'antenne. Ah, vous les passez pas à l'antenne. C'est moins mon domaine, donc je ne vais pas, D'accord, ok. je vais pas me garantir là-dessus. Je vois Marie-Noël qui dit ouais, ils ont de la chance, ils y arrivent. Non, mais alors déjà, vous savez que ça, c'est la chance du service public, dont on dit beaucoup de choses en ce moment. Nous, on a moins de publicité que les autres, et c'est aussi ce qui permet d'ailleurs au marché radio d'exister, parce qu'on pique pas trop de parts de marché là-dessus. Donc, on a moins de publicité. Et après, les publicités qui sont réalisées chez nous, en général, je parle encore une fois sous le contrôle de mes amis qui s'y connaissent mieux que moi à Radio France, qui pourraient vous le dire, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui est utilisée. En fait, ce serait mettre le pied pour nous, j'entends encore une fois, dans une porte et commencer à l'ouvrir. Donc, on s'y refuse. Ouais. Ok. Tiens, je me tourne vers Jean. Jean Van de Castel. Jean, tu représentes les voix. Quand une marque utilise une voix synthétique, d'après toi, c'est un peu la même question que celle que j'ai posée à Pascal. Est-ce que tu crois qu'elle fait encore de la publicité ou elle fait juste de la réclame? C'est le même sujet que par rapport à innovation et progrès. Est-ce que l'innovation a jusqu'à présent été toujours source de progrès? Est-ce que aujourd'hui l'innovation que représente l'IA représente réellement un progrès pour l'humanité? C'est pas forcément certain. En tout cas, effectivement, des questions éthiques se posent, des questions politiques se posent. Je pense que l'IA aujourd'hui, c'est un enjeu qui nous dépasse et qui devient effectivement un enjeu politique, voire même géopolitique. Parce que je voyais tout à l'heure qu'il y a une démonstration d'une plateforme IA. J'ai noté que en fait, les serveurs n'étaient pas en France. Donc c'est aussi quelque chose qui nous échappe. Il y a un problème, je dirais, enfin voilà, on ne va pas rentrer dans un débat politique, mais en tout cas, il y a un réel problème de géopolitique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que l'on crée en IA nous échappe et part en fait en dehors de nos frontières. Donc par rapport à ça, pour répondre à la question, est-ce que est-ce qu'une publicité faite par de l'IA, c'est de la réclame? Non, puisque la réclame à l'époque, c'est quoi le terme réclame? C'est juste de la publicité d'avant. C'est-à-dire qu'avant, moi quand j'ai commencé... Moi, ma définition, c'est... parce que pour moi, une réclame, c'est quelque chose qui ne fait pas appel à l'intelligence de l'auditeur. Alors qu'une publicité, ça fait appel à l'intelligence de l'auditeur. Oui, mais alors c'est parce que entre deux, on a marketisé en fait la publicité. Quand on faisait de la pub dans les années 50, on faisait de la réclame. Et les gens n'étaient pas moins intelligents, ni d'un côté ni de l'autre, c'est-à-dire ceux qui la faisaient que ceux qui l'écoutaient. La seule chose, c'est qu'il y avait moins de publicité, il y avait moins de suggestions de besoin produits. d'émerger, ouais. Voilà, exactement. Et que donc, en fait, on présentait un produit de manière claire. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a intellectualisé de la part de ceux qui concevaient les messages, on a conceptualisé et intellectualisé en fait la publicité. Et ce qui est bien, c'est qu'après cette conceptualisation et ce marketage de la publicité, on l'a humanisé encore plus et on l'a artistiquement fait évoluer. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'effectivement c'est devenu la publicité quand l'artistique s'est mis au service en fait du marketing. Voilà. Tu as presque dit le mot, j'ai presque entendu le mot souveraineté à un moment donné. Alors, je vais me tourner vers un garçon qui en parle souvent. Il s'appelle Régis Herbiguier, Radio Player France. Régis, si on tire le fil, qu'on a de l'IA dans les voix un peu partout, finalement tout va se ressembler, qu'est-ce qui va faire encore choisir la radio plutôt qu'un autre flux radio? Comment ils vont se démarquer, ces radios? C'est une excellente question. Pour en parler, je pense qu'il faut se projeter dans un futur très très proche. Vous avez peut-être tous chez vous des enceintes connectées avec des commandes vocales, un Alexa ou un OK Google, un Google Assistant. Aujourd'hui, ils sont assez dirigés. OK Google, lance RTL sur Radio Player. Et paf, ça marche. Voilà. Mais finalement, c'est la seule manière d'avoir une radio sur ces assistants. Ces assistants vocaux, ils vont être très bientôt enrichis par l'IA. Nous savons que ces GAFAM travaillent à ces solutions en ce moment. Et la conséquence, c'est que le champ des questions ou le champ des intentions pour appeler la radio vont s'élargir. C'est-à-dire qu'on ne va plus forcément demander de lancer parce qu'ils ont RTL, mais par contre, on va plutôt dire tiens, je cherche un podcast sur un litige commerçant avec un artisan. Et tiens, on va me proposer le podcast de Julien Courbet qui parle justement de cette histoire avec ce charpentier. Voilà, vous connaissez l'histoire. L'objectif de la radio, dans ces nouveaux assistants vocaux, qui par ailleurs pèsent aujourd'hui quand même 1,6 million d'auditeurs quotidiens en France, donc c'est pas anecdotique. L'objectif, c'est que l'ensemble des contenus des radios, direct, web radio, podcast, puissent être trouvés par ces IA. Ces IA, aujourd'hui, je vous disais, elles sont très dirigées, elles sont limite un petit peu bêtes, souvent elles se trompent. Vous allez appeler une radio, mais il se trouve que cette radio, elle a un homonyme qui ressemble à une chanson ou un truc comme ça. Donc finalement, elle va aller chercher un truc dans Spotify au lieu d'aller chercher une radio. Donc ces résultats vont être meilleurs, ils vont s'affiner.
Mais il faut que les radios s'assurent que l'ensemble de leur contenu soit exposé, qu'il soit compréhensible, que tous les petits algorithmes dont on parlait tout à l'heure qui fonctionnent sur des mots-clés et sur des probabilités puissent venir récupérer et proposer le meilleur contenu audio et que la radio soit bien positionnée face à tous ces autres concurrents de l'audio. Et l'enjeu de souveraineté pour la radio, justement, le mot il est là, il est dans le fait d'être positionné pour saisir. Alors on vient de parler de voix, de valeur, de perception. Maintenant j'aimerais qu'on regarde ce que l'IA change dans la réalité du travail. Pas juste les intentions, pas les promesses, hein. Le quotidien, les outils, le temps gagné et pourquoi pas le temps perdu. Parce que de temps en temps on perd aussi du temps avec ces IA. Alors est-ce que l'IA rend le journalisme plus fort ou juste plus rapide ? Mathieu, dans vos locales ici, aujourd'hui, où l'IA fait-elle vraiment gagner du temps ? Alors déjà, elle fait gagner du temps parce que donc nous, on a 44 locales réparties un peu partout sur le territoire, je le rappelle. Elle fait gagner du temps déjà sur Internet, sur la rédaction des articles. Parce que c'est de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire par exemple nous on est d'abord une radio, donc on fait des sujets radio qui sont diffusés dans nos matinales notamment, et ces versions radio donnent des versions numériques, donc écrites, et à l'intérieur du back-office, donc l'outil que nous utilisons pour pouvoir mettre nos articles en ligne, on utilise un petit logiciel qui est fait par l'IA, qui s'appelle Whisper, et qui permet de transformer le son en écrit. C'est ce qu'on appelle du... Transcription, c'est ça ? C'est la oui, transcription ? c'est du speech to text, ouais. Quoi, pour employer un anglicisme. Donc ça, c'est un gain de temps énorme parce qu'en fait, ça permet directement, en glissant un petit MP3 dans le back-office, paf, il y a un transcript qui apparaît et que l'IA progresse énormément aujourd'hui et est capable même de voir les différents interlocuteurs et donc de nous faire un prescript. Je dis bien un prescript parce que derrière, tu le rappelais tout à l'heure, nous on relit évidemment tout ça, donc il y a à chaque fois le journaliste concerné, il va relire son texte, il va vérifier qu'il n'y ait pas des scories, que les noms soient bien orthographiés, qu'il n'y ait pas un contresens qui soit fait par l'IA parce qu'elle est capable d'en faire assez régulièrement, et que l'information que nous allons donner, et je pense qu'il faudra qu'on en dise un mot tout à l'heure, l'information au temps de l'IA, c'est ce qu'on est en train de faire, mais c'est que cette information ne soit pas dévoyée, ne soit pas inventée, ne soit pas mal interprétée, etc. Donc avant d'appuyer sur le bouton publier et de tomber sur l'article que vous allez pouvoir lire sur une information locale, il y a un journaliste qui va relire ça. Mais ça, c'est un gain de temps, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait quand on faisait la version numérique ? On avait son sujet en tête, on avait éventuellement son script, comme on l'écrit en radio, avec 3 petits points, avec des citations, enfin un langage parfois qui n'est pas celui qu'on va écrire, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est fait en quelques minutes maintenant. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps. Ça, c'est la première chose. Après, il y a un certain nombre de missions. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on parle maintenant de l'expérience. Tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Je voudrais pas monopoliser la parole, donc faut m'arrêter. Non, mais après, il y a d'autres choses qu'on utilise, pour lesquelles on utilise l'IA aujourd'hui. C'est que quand on a une empreinte de 44 locales un peu partout sur le territoire, quand vous regardez notre carte de France, on s'est dit aussi qu'on avait quelque chose que très peu de médias ont aujourd'hui, parce que si vous prenez la PQR, etc., ils sont répartis sur des zones sur le territoire, mais pas forcément sur la globalité. Le service public, avec nos camarades de France 3 notamment, on est partout. Une fois qu'on est partout, c'est que parfois il se passe des choses dans une locale, et la locale en question sait que ça se passe chez elle, mais ne sait pas que ça se passe dans peut-être une autre locale, 2 autres locales, 3 autres locales. Si je vous dis ça, si je vous parle du mouvement des Gilets jaunes par exemple, à l'époque, beaucoup de médias, et nous les premiers, on n'a pas vu monter la chose. Pourquoi on n'a pas vu monter la chose ? Parce qu'il y a des petits foyers, si j'ose dire, qui s'allumaient un peu partout en France, avant que le mouvement prenne l'ampleur que nous lui avons connue. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que l'intelligence artificielle est peut-être capable de nous aider à distinguer ce qu'on pourrait appeler des signaux faibles. Il se passe quelque chose en France, peut-être dans une locale, 2 locales, 3 locales, et tout d'un coup, l'IA va pouvoir nous alerter quotidiennement, notamment parce qu'on fait des tests en ce moment pour tester les menus envoyés par tous les rédacteurs en chef à Radio France, à moi notamment, mais voilà, ils envoient leur menu avec qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Eux, ils n'ont pas la vision des 44. Moi, ça me prendrait un temps de malade de prendre les 44 menus tous les jours et de regarder s'il n'y a pas des points communs. L'IA, elle est capable de prendre ces 44 menus, de digérer quelque chose et de dire « Attention, là, je vois que par exemple, je vais vous donner un exemple qui est arrivé, les gendarmeries ne payent plus leur loyer. » Vous vous souvenez, c'était il y a 1 an, je crois. Ça, on l'a vu parce qu'en fait, c'est arrivé dans une locale et en fait, rapidement, on s'est rendu compte, grâce à l'IA, qu'il y a plusieurs locales qui travaillaient sur ce même sujet sans s'être parlé. Et donc, on a commencé à les alerter. On s'est rendu compte que c'était un phénomène qui était national en raison de la difficulté à adopter le budget, une histoire qu'on connaît un peu, n'est-ce pas ? Et que donc, on a pu faire un sujet qui était plus global et révéler cette affaire. Les gendarmeries ne payaient plus leur loyer aux mairies et c'était un vrai problème de budget. D'accord. Donc, l'IA au service de la proximité et de la détection de signaux faibles. François Xavier, chez RTS. Ce gain de temps, est-ce qu'il change la qualité du travail ou juste le débit ? Il augmente. Et je veux juste revenir sur un point, c'est il faut que l'IA reste un outil.
Je suis d'accord avec Mathieu et avec Jean. C'est des enjeux qui sont de l'humanité. En réalité, il y a, en face de nous, dans toutes ces IA, c'est des techno-capitalistes qui veulent imposer une sorte de modèle. Et là, on en est au tout début, donc on expérimente, on regarde ce qu'il faut, mais il va falloir absolument qu'on régule et qu'on ne se laisse pas déborder. Mais on est obligé d'accompagner le mouvement, on ne peut pas dire stop comme ça et ne pas le regarder. Et il faut s'en servir pour ce que c'est, il faut faire attention à tous ces biais et se donner des lignes rouges et réglementées. Et aujourd'hui, donc pour revenir à ta question, excuse-moi, ça nous augmente dans le sens où, comme le fait Mathieu, par exemple, on va pouvoir travailler plus sur le fond, sur le contenu, sur l'écriture. Parce que chez nous, la limite, c'est la création, l'écriture, le contenu qui doit être rédigé par l'humain. Tous ces outils sont annexes et amènent une facilité ou d'aller chercher des informations. On a développé un dashboard aujourd'hui. Nos journalistes n'arrivaient plus à traiter tous les communiqués de presse qu'on recevait par mail. Ce sont des centaines et des centaines. Des sources d'informations qui se multiplient. Aujourd'hui, on a développé un dashboard qui va trier ces informations, qui va les comprendre, qui va les hiérarchiser. Donc ça va faciliter le travail fastidieux du journaliste, de la pige, de la recherche d'informations et de recouper des fois des sujets qui seraient passés complètement inaperçus. Donc ça augmente et ça apporte une valeur éditoriale plus importante sur les différents supports que l'on exploite, parce qu'on ne peut pas exploiter pleinement une seule personne, comme on le demande aujourd'hui à nos rédactions, faire à la fois de la radio, de l'écrit, des réseaux sociaux, c'est impossible. On ne peut pas produire de la qualité, on n'est pas des Rémi Brica, pour ceux qui ont peut-être la ref. Ceux qui ont la ref, vous pouvez lever la main, ça donne un âge, ça donne un âge. Ou alors vos grands-parents vous en ont parlé, voilà, c'est super, Rémi Brica. C'est l'homme musique. J'ai vu Régis qui disait, ouais, je connais ce monsieur. Qui est Rémi Brica, merde. Tu n'as pas tout à fait répondu très vite à ma question, et par contre, tu as profité pour faire un truc qui s'appelle ligne rouge. Alors c'est quoi tes lignes rouges ? Aujourd'hui, c'est le contenu, c'est la rédaction, c'est l'humain. Il faut savoir que si tu automatises complètement la création du contenu par de l'IA, tu vas réinjecter des biais, les biais qui sont déjà dans ces mêmes modèles d'IA, et tu ne crées pas de la nouveauté. Et ces biais et ces contenus qui s'auto-génèrent entraîne à nouveau les modèles, et il y a une uniformisation des contenus, une uniformisation de la pensée à un moment donné, parce que quand tu discutes, les jeunes aujourd'hui qui vont discuter avec des IA comme si c'était leurs amis, hein. Tout à l'heure on a vu des avatars, mais il y a plein d'autres applications qui existent aujourd'hui qui veulent te donner le sentiment que tu as quelqu'un avec qui tu parles, mais qui va t'enfermer dans ce cycle. Il y a des biais derrière, et des biais qui sont faits par les développeurs qui sont derrière. Donc la plupart c'est des Américains, donc la façon de parler américaine, la façon de réagir, la façon de construire une phrase avec des contenus anglo-saxons. Donc tout ça, voilà, c'est notre limite, ne pas laisser l'IA et ne pas pousser pour que l'IA remplace l'humain. Ok, très clair. Donc le mot souveraineté était là aussi. Hein. Si vous cherchez un hashtag, je ne sais plus si ça marche encore les hashtags, je crois pas. Marie-Noël, chez Énergie, vous testez beaucoup de choses et puis il y a des choses que vous avez passées à l'échelle. Quelle a été votre plus grande surprise, alors bonne ou mauvaise, hein, je te laisse le choix des armes, post-déploiement de cas d'usage IA? Alors oui, on teste parce que en fait tout ça va très vite. Et comme tu disais tout à l'heure, gagner du temps, on perd du temps. Il y a certaines IA où maintenant, ça y est, ça nous fait gagner du temps. Donc le quotidien, des rédactions. Alors moi, je suis partie régie publicitaire, donc on écrit aussi beaucoup de contenu pour nos clients. De la rédaction, de l'analyse de documents aussi qui vont nous aider au quotidien. Donc ça nous fait gagner du temps. On a quand même un enjeu de sécurité derrière, parce que je rejoins tout à l'heure, on parlait de ces hallucinations, ou en tout cas des erreurs. Je crois que c'est quasiment une requête sur deux qui est fausse, en tout cas qui contient des éléments faux dans les IA. Donc un enjeu aussi, même pour les équipes, d'esprit critique, en fait, de dire en fait ce que je reçois, j'en ai un avis en fait. En tout cas, je le lis, j'en ai un avis et je challenge aussi.
Après, on a une partie de ce qu'on a testé, qu'on a mis en œuvre, qui va être plutôt dans la partie communication. Donc là, c'est vraiment nous, régie publicitaire, on communique auprès de nos annonceurs sur tout ce qui va être écriture de communiqué de presse. On a un master créatif, comment je le déploie aussi plus rapidement pour qu'il puisse adapter à différents formats, des bannières, des newsletters, bref, peu importe. Et là, en fait, oui, on voit que on a toujours besoin de l'humain, parce que ce qui compte quand même, c'est l'idée de base, mais ça va être ensuite le gain de temps qu'on va avoir sur le déploiement. Et la bonne surprise ? La bonne surprise, je crois qu'en fait, il n'y en a pas vraiment. Enfin, encore une fois, c'est vraiment du test and learn quotidien. Il y a des choses qui nous déstabilisent. Par exemple, dans les études, on a maintenant des panels qui sont 100% agentiques. Donc en fait, on n'interroge plus des gens comme vous et nous, on interroge des agents qui ont été formatés sur 1000 personnalités différentes. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle la data synthétique, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Donc là, pareil, on teste, on essaye de se faire un avis. Ouais. Est-ce que c'est bien ou pas ? Pour le moment, je suis incapable de vous répondre, parce qu'en fait, on est en train de tester. Super, on te retrouve l'année prochaine, tu nous feras un bilan. D'accord, merci. Pour Mathieu, tiens, alors, je prenais l'exemple dans l'introduction du podcast, un entretien de 3 heures, transcription avec Whisper ou autre sujet, traitement IA, ça nous sort des angles, de la synthèse, des flashs. Mathieu, ça s'arrête tout, l'assistance ou la délégation ? À quel moment on a franchi le Rubicon ? Tu posais la question, je crois, tout à l'heure en préambule de qu'est-ce que l'IA ne peut pas faire aujourd'hui. Déjà, il y a un endroit où elle ne peut pas être, et pour nous, c'est très important, journalistes de terrain, c'est sur le terrain. Et ça, c'est-à-dire d'aller au contact des gens, d'aller chercher cette information, de ne pas se contenter de l'information qui arrive chez nous. Hein, c'est aussi un biais d'un canal de réception, mais d'aller sur le terrain. Si je vous donne ça, c'est quand il y a une tempête et qui prive des foyers d'électricité, des reporters sur le terrain qui sont capables d'aller raconter des histoires, de donner la parole aux gens, de pouvoir alerter, de donner ces infos, ça, c'est le métier de journaliste. Donc c'est ça, pour moi, déjà, c'est une ligne rouge. C'est-à-dire que si un jour, on voit qu'aujourd'hui on a des robots bipèdes qui travaillent dans des usines chinoises et qui demain seront capables de se déplacer peut-être, et que peut-être dans Terminator, plus sérieusement, on n'est pas encore au stade où demain on aura des robots qui portent des micros qui vont interroger les gens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Il ne faut pas arriver à ça d'ailleurs, c'est-à-dire ce contact du quotidien, cette capacité à aller chercher l'info, c'est essentiel. Et je vais même aller plus loin, parce qu'il y a un enjeu démocratique là-dedans. Si vous regardez la carte des États-Unis, pardon, on va faire un peu de politique quand même, mais si vous regardez la carte des États-Unis, partout la presse locale et notamment les radios locales se sont éteintes, les fake news ont augmenté. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de sites générés aujourd'hui par l'intelligence artificielle avec une personne qui utilise ça et qui va piller d'ailleurs plein d'informations, en inventer. C'est le cas en France aujourd'hui. Nous, on est face à ça, à des sites qui existent de plus en plus. Il y en a des dizaines et des dizaines aujourd'hui, pour pas dire des centaines en France, qui vont prendre des infos, qui prennent parfois le bon nom du maire, le bon nom d'un président ou d'une présidente d'association, et qui inventent une histoire. J'avais le cas près de Perpignan, d'arbres qui avaient été abattus par la mairie sur la place centrale et qui faisait que les citoyens s'étaient mobilisés avec une association. Tout était vrai, sauf que les arbres abattus. C'était absolument pas le cas, il n'y avait rien du tout. Donc il n'y avait pas d'histoire. Si je vous dis ça, pourquoi je parle d'un enjeu démocratique ? Parce que s'il n'y a plus de journalistes pour aller vérifier sur le terrain pourquoi la voiture du voisin a brûlé, par exemple, y a des gens qui vont vous dire c'est la faute des migrants, c'est un migrant qui a mis le feu à la voiture. Si un journaliste qui va vérifier, qui va voir que c'était un court-circuit, c'est pas la même histoire qu'on va raconter derrière. Donc c'est en ça que c'est essentiel aujourd'hui de garder cette empreinte, cette prise sur le terrain, et de continuer à faire son travail de journaliste et de reporter. Donc c'est à la fois détecter les biais qu'il y a dans l'IA, mais aussi éviter d'avoir des biais en tant qu'humain, puisque finalement ça marche des deux côtés. Ok, vous avez, on va peut-être parler un peu d'IA, d'organisation, de performance. Vous avez tous déployé des outils, très bien, mais l'IA bouscule les méthodes, les métiers, des personnes aussi. Souvent, elle pousse à faire plus sans forcément interroger sur le pourquoi. Je vous vois tous opiner du chef en disant où il nous amène, on est d'accord, mais où il nous amène. Jean, côté production sonore, qu'est-ce qui change dès qu'on laisse entrer l'IA dans le studio ? Qu'est-ce qui change ? Alors moi, je ne suis pas ingénieur du son, donc je pense que l'IA est déjà dans les studios, depuis un certain temps d'ailleurs, et notamment pour effectivement améliorer, je dirais, tous les process de traitement de son. Et je trouve que ça, c'est très bien d'ailleurs, parce qu'effectivement, ça nous a fait gagner beaucoup de temps dans les studios pour corriger un certain nombre de choses. Voilà. Donc l'IA est déjà présente dans les studios, mais je trouve qu'elle y est
à sa place. C'est-à-dire que justement, elle y est bien. C'est-à-dire qu'elle est là pour aider l'humain, pour aider le professionnel qui l'utilise, en fait, à faire encore mieux son métier. Et tant que l'IA fait ça, à mon sens, elle est la bienvenue. Ce qui est drôle quand même, c'est on s'en rend pas compte, mais mine de rien, depuis un certain temps, et en plus, il y a des débats au Parlement, etc., on est en train quand même de dire il faut sauvegarder l'humain. On a l'impression qu'on est en train de faire un film dystopique, en fait, où un peu, tu parlais de Terminator tout à l'heure, où effectivement, on essaye de trouver des solutions pour préserver l'humain, ce qui est quand même incroyable. Enfin, moi petit, j'aurais jamais imaginé ça. Donc je vis dans un film de science-fiction. Donc ça pourrait être super, mais ça l'est pas en fait, parce qu'effectivement, il y a quand même des dangers considérables. Donc pour répondre à la question, l'IA dans les studios, elle y est déjà. Je pense qu'ils veulent évidemment, enfin pas forcément les studios, mais plutôt les plateformes, veulent à la fois mettre plus d'IA dans les studios et en même temps en mettre moins. Pourquoi ? Parce que la véritable volonté des plateformes comme Netflix, surtout Amazon, etc., et Disney aussi, c'est de fournir en fait du cinéma clé en main, c'est-à-dire déjà doublé. Avec une version doublée par des agents d'intelligence artificielle qui effectivement prennent les voix des comédiens originaux. Il y a des débats d'ailleurs là-dessus aux États-Unis. Ils ont réouvert les débats. C'est reparti d'ailleurs pour des discussions qui risquent peut-être encore de mal se passer, parce que effectivement, jusqu'à présent, il faut savoir qu'aux États-Unis, un acteur n'a pas son mot à dire quand on lui fait une réplique numérique. On lui dit, bah tiens, on t'a pris, tu vas faire, je sais pas quoi, tel film. Pour la cascade de demain, viens pas, c'est bon, on a ce qu'il faut. Ils ont le droit de le faire. Alors c'est pour ça qu'ils retournent aujourd'hui je dirais, au combat, parce que justement, ils s'en sont rendus compte un peu tard. Et au-delà de la réplique numérique, qui dit réplique numérique, dit réplique vocale. Et effectivement, demain, n'importe quel acteur américain, effectivement, peut directement être doublé par une intelligence artificielle dans toutes les langues du monde. Enfin, a priori, les langues qui sont déjà doublées. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que l'IA qui est déjà dans les studios de production, elle ne sert plus à rien puisque les produits vont arriver finis. Donc, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'IA, en fait, tout le monde peut être remplacé par l'IA, y compris ceux qui aujourd'hui prient pour qu'elle arrive. Parce que effectivement, un studio, par exemple, de doublage, qui, demain, si les films de doublage arrivent, déjà doublés, il n'y aura plus besoin de studio. Il n'y aura plus besoin, je vois, il y a audience là-haut, il n'y aura plus besoin d'audience, c'est-à-dire de mutuelle pour les acteurs ou les comédiens, etc., puisqu'il n'y aura plus de comédiens. Il n'y aura plus d'ingénieurs du son, il n'y aura plus rien. On n'aura plus besoin de rien. Et pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Donc, de toute façon, on est en train aujourd'hui de nourrir la bête, qu'on le veuille ou non. Donc, il faut en prendre conscience. Et je pense qu'à notre niveau, on est démunis et qu'on a besoin d'une régulation. C'est pour ça qu'effectivement, on monte au créneau avec Patrick Cuban, entre autres, etc., et qu'on va à des débats parlementaires, qu'on rencontre les ministres, qu'on rencontre, etc. Et le problème, c'est qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle une valise diplomatique qui pourrait nous aider pour nous sauver de l'IA telle que je la décris, parce que l'IA, par ailleurs, a aussi fait de belles choses. C'est l'exception culturelle française. L'exception culturelle française implique le fait qu'effectivement, la culture, tout ce qui touche à la culture, et la radio en fait partie, doit être effectivement protégé et ne pas être considéré comme une simple marchandise. Et que donc, au nom de cette exception culturelle française, on devrait pouvoir défendre effectivement et empêcher ce tsunami souterrain. C'est-à-dire, c'est pas un truc qui nous arrive, on se dit oh là là, ça fait peur. C'est un truc c'est un cheval de Troie en fait. Ça infuse, ça s'immisce, etc. Et aujourd'hui, on l'utilise à bon escient, voilà, etc. Mais très vite demain, on sera pris par le truc. Donc, il faut réguler et il faut, pour cela, alerter effectivement nos gouvernants entre deux réformes et entre deux motions de censure. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Bravo pour ça. Vous ne le savez peut-être pas, mais autour de cette table ronde, il y a un super-héros. Quelqu'un qui travaille et qui œuvre chaque jour pour améliorer la distribution, la découvrabilité des radios. C'est un as de la data. Il adore parler métadonnées. Je crois qu'il prend ça au petit déjeuner. C'est Régis. Régis, petite question pour toi. Si la découvrabilité dépend demain de la qualité des métadonnées, est-ce que tu penses que pour les radios et les créateurs de contenu, il faut écrire pour l'auditeur ou pour l'algorithme ? Excellente question. En fait, il faut avant tout écrire pour l'éditeur. Et justement, les IA, anciennement c'était les robots de référencement de Google,
Au début, ils prenaient juste des mots-clés, mais petit à petit, ils sont devenus plus complets. Et les IA, aujourd'hui, sont capables de comprendre ce que l'on a écrit pour l'auditeur. Alors, bien sûr, elle va le comprendre et l'analyser algorithmiquement, qu'on a parlé tout à l'heure, mais le plus on écrit pour l'auditeur, le plus on permettra aux IA de bien comprendre le contenu qui est à distribuer. Et elle permettra de le diffuser, finalement, à la bonne personne et répondre à la bonne question, à la bonne intention. Là aussi, c'est un enjeu de souveraineté pour les radios, parce que quand un auditeur, une personne va interroger un assistant vocal, finalement, on va confier à ces IA le soin de choisir pour lui ce qu'il doit écouter. Donc le mieux, les radios sont armées, les radios qui sont faites par des vrais gens, avec des vraies voix, avec des vraies musiques aussi, on n'a pas parlé de la musique, mais c'est un enjeu. Le plus on va protéger justement cette industrie créative. Et donc vraiment ces métadonnées, il faut vraiment les traiter comme pas quelque chose d'abstrait, mais quelque chose qui vient décrire, expliquer quel est ce programme, avec qui il est, quand il a été tourné. On retrouve les qui, quoi, quand, comment des journalistes, voilà, là-dedans. Il faut qu'un robot qui vient interroger justement vos plateformes et les contenus que vous avez mis sur le digital, il faut qu'il soit capable de se dire, tiens, ce stream, il vient, c'est un direct, c'est un podcast, il a été fait tel jour, c'est tel programme, avec tel journaliste, avec tel animateur, avec telle musique. Voilà ce que ça raconte aujourd'hui. Alors bien sûr, je sais que chez les radios, il y a des IA qui travaillent, on en parlait tout à l'heure, à la transcription pour derrière enrichir ces métadonnées. Et quand elles sont faites dans le cadre décrit par Mathieu tout à l'heure, il n'y a aucun problème. On va avoir l'IA va nous permettre d'accélérer, de mieux traiter ces métadonnées et d'aller donner aux autres IA qui, elles, sont agentiques, qui vont aller chercher à distribuer le bon contenu, on va leur donner toutes les informations pertinentes pour distribuer. Donc, il faut vraiment traiter ces métadonnées comme... il faut prendre l'IA par la main, en fait, pour l'amener vers les bons contenus. Voilà, c'est ça l'objectif. Il ne faut pas rendre le truc technique. Je crois que j'ai ma punchline pour le titre de ce podcast. Il faut prendre l'IA par la main. Et donc, Mathieu t'amène effectivement une labellisation de qualité sur les sujets. Je voyais notre ami François-Xavier qui trépignait, qui avait envie de rajouter quelque chose, rebondir sur tes propos. Oui, rebondir rapidement sur le fait, encore une fois, qu'il faut réguler et rapidement, parce que l'IA, tu dis qu'il faut la nourrir pour qu'elle aille te renseigner, mais il ne faut pas oublier aussi que bientôt il va y avoir d'autres biais publicitaires. OpenAI a annoncé qu'ils allaient insérer de la publicité dans la recherche. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu pourras avoir toutes les données et toute la hiérarchisation possible et inimaginable. On te présentera toujours celui qui aura le payé ou qui aura le plus d'audience, et on va renfermer, et cette découvrabilité, elle sera limitée. Comme ce qu'on a aujourd'hui en réalité, quand tu fais une recherche sur Google, tu vas jamais être plus loin que les trois premières lignes. Et c'est là qu'il y a le danger. Aujourd'hui, plus 80%, j'ai pas le chiffre exact, mais du numérique est maîtrisé par les Américains. Aujourd'hui, tous les outils qu'on utilise, et on est en train de se créer avec l'IA et ces outils des habitudes. Est-ce qu'on va revenir en arrière, Mathieu, sur le fait de te retranscrire et tout ? C'est utile pour nous. Donc c'est pour ça que c'est très important maintenant aujourd'hui de se questionner sur cette souveraineté et d'avancer là-dessus pour pas être dépendant, parce que insidieusement, effectivement, ces IA, ces outils viennent nous rendre des services, on les adopte et petit à petit on va devenir à nouveau dépendant, et il va se passer ce qui s'est passé avec le début d'Internet et de Google, et pour la presse et pour tout. On perd de la valeur, on perd des emplois, et la valeur va partir ailleurs, et on va pas plus pouvoir continuer à financer nos contenus. Donc là, on expérimente, c'est bien, c'est super, mais maintenant, il faut réguler très très vite, et on sait qu'il y a un gros temps de latence avec nos gouvernements, et même au niveau européen, mais il faut que ça bouge. Alors, j'adore ce que tu viens de dire, parce que tu viens de faire une transition extraordinaire sur ma nouvelle séquence. On va parler de gouvernance, d'éthique et d'humain dans la boucle, parce que Human in the Loop, c'est vraiment important. L'IA, ce n'est pas qu'un outil, c'est aussi un rapport de pouvoir, un outil qui transforme les rôles, qui interpelle la responsabilité, qui demande des règles et au moins des repères.
Qui décide et surtout comment éviter que l'outil devienne l'auteur? Mathieu, la question vache pour toi. Comment avez-vous posé les bases concrètes et opérationnelles de votre charte IA? Alors déjà en discutant avec des gens qui savaient ce que c'était. Ça c'est plutôt bien. Mais non, mais je dis ça parce qu'on entend aussi plein de gens qui ne savent pas forcément de quoi ils parlent là-dessus ou qui ont des intérêts et François-Xavier le rappelait à l'instant, tout ça ce sont des modèles économiques aussi. C'est-à-dire que OpenAI, tous les géants américains, les GAFAM, on va pas revenir là-dessus, leur but c'est de faire de l'argent. C'est leur seul objectif vraiment. Mistral AI d'ailleurs, le français s'est créé un peu en réaction à ça aussi en disant il faut qu'on ait une déontologie. Donc déjà c'est en parlant avec des gens qui s'y connaissent. On a une énorme direction qui s'appelle la direction du numérique à Radio France, avec plein de gens de talent qui réfléchissent à tout ça et qui expérimentent des choses. Donc on a aussi une partie de laboratoire. Et là on teste des choses et en fonction de ce qu'on teste et des directions que ça peut prendre, on met des limites. Et on va comme ça écrire petit à petit la charte. Il y a aussi les discussions qu'on peut avoir en interne, parce qu'évidemment, moi je vais parler pour les journalistes, mais je vous le disais tout à l'heure, il y a des animateurs, il y a des publicitaires, donc on se discute aussi les uns avec les autres de façon à savoir, moi ça m'intéresse, mais moi ça m'intéresse pas, ou attention, ça t'intéresse, mais si tu le développes chez moi, c'est une ligne rouge, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure. Donc c'est comme ça que petit à petit on l'écrit. D'ailleurs la charte qu'on a écrite aujourd'hui ne sera peut-être pas celle de demain. Les chartes c'est aussi fait pour évoluer en fonction des usages, de ce qu'on va découvrir. Peut-être réguler davantage. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un mot qu'il faut qu'on ait tous en bouche, et vous l'avez entendu maintes et maintes fois dans les nôtres tout à l'heure, il faut qu'on régule là-dessus. On est en train de prendre une direction où il n'y a pas de limite. Donc, il faut qu'on arrive à réguler, à s'engager, et nous tous, c'est-à-dire que vous qui êtes dans la salle, vous devez aussi porter ce message de réguler les choses, de ne pas aller n'importe où, dans n'importe quelle direction, en lâchant tout. Donc, c'est ça, en fait, écrire une charte, c'est aussi se prémunir et pouvoir poser des limites qui peut-être bougeront demain. Les lignes rouges d'aujourd'hui seront peut-être vertes ou écarlates demain. Ok, ça nous laisse des champs des possibles. Marie-Noël, comment tu fais, toi, en tant que manager chez Énergie Globale, pour préserver l'esprit critique dans tes équipes? Qu'est-ce que tu mets en place? En fait, on confronte, encore une fois, c'est l'expérimentation et de se faire un avis et d'avoir des convictions et de ne pas tout laisser, ce que je disais tout à l'heure, de ne pas tout laisser en fait à l'IA. Et après, je pense qu'il y a une partie du travail qui est encore exploratoire. Tout à l'heure, tu parlais de se rendre lisible par les robots. C'est comment est-ce qu'en fait aussi on fait évoluer nos métiers, nos compétences pour utiliser ces outils à bon escient. Enfin, oui, nous aussi, en fait, on travaille nos contenus pour être lisibles. Et tu vois, je rebondis sur ta question tout à l'heure sur un truc positif parce que ça me turlupinait de pas avoir. Parce qu'en fait, il y en a plein. Et que ce soit, tu vois, quand on a une production, qu'on arrive à la rendre internationale par des productions, enfin par des langues en fait, et que le rendu, alors certes, est pas au top. Mais ça nous permet d'aller chercher un public qu'on n'aurait pas identifié et de prospection qu'on n'aurait pas identifié. Quand on arrive à se travailler notre référencement, parce que oui, on est de l'audio et l'audio n'est pas lisible par les IA. Donc comment est-ce qu'on rend ce flux audio, ça peut être du texte, ça peut être d'autres formats, et encore une fois, comment on le traduit aussi pour le langage d'IA. Il y avait un cas comme ça en publicité qui était un constructeur automobile qui avait des fiches produits de sa voiture, et le coffre fait 400 litres. Mais qui demande, trouve-moi une voiture avec un coffre de 400 litres? Personne en fait. On va chercher un coffre où je mets 2 vélos et un chien. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on va utiliser le contenu pour le rendre lisible par ces IA et travailler notre référencement. Et ça, c'est une vraie évolution de compétences et d'angle, en fait. Et alors, quelles sont les compétences qui sont devenues non négociables chez Énergie? La curiosité, l'adaptabilité, l'agilité. En fait, c'est toutes les soft skills, en fait. C'est tout ce qui fait que, en fait, je me remets en question tous les jours, je teste tous les jours. Et parfois, tout à l'heure, on en parlait, c'est abyssal. Parce que nous, nos métiers de publicitaires, en fait, tendent à être automatiques. À avoir, aujourd'hui, on vend de la publicité en programmatique, donc c'est des ordinateurs à des ordinateurs, mais derrière, il y a quand même des humains. Là, on commence à avoir arrivé des chaînes où ce sont des agents IA qui parlent à d'autres agents IA. Et donc, ces protocoles agentiques sortent complètement l'humain de la chaîne boucle, de valeur. Ouais, de la boucle. Ouais. Donc après, il y a des agents derrière pour justement créer ces protocoles humains, mais du coup, c'est abyssal. Et là, effectivement, on perd la souveraineté, on perd justement la différenciation de ce qu'est une radio, de ce qu'est un espace média pour une marque annonceur. Donc là, oui, alors je ne sais pas si de notre côté, il faut réguler. En tout cas, il y a une pédagogie à avoir pour assurer aussi à la marque annonceur qu'elle va être distribuée au bon endroit. Ok. J'ai posé une question à François-Xavier. Alors, Jean, on va voir si tu lui casses la gueule ou si tu l'embrasses sur les deux joues. François-Xavier, si demain, on te propose une voix IA pour l'habillage moins cher mais crédible, je sais que tu as testé des choses.
Tu dis oui, tu dis non, tu nous racontes publiquement ce que tu as fait. Je peux le dire, je peux le dire parce que j'expérimente et je cherche les limites et je cherche aussi à comprendre les choses pour justement se fixer ses limites et voir où on en est, et ça évolue très très vite. Ça évolue très très vite et oui, j'ai testé, j'ai fait des pubs 100% text-to-speech avec des modèles, les derniers modèles qui sont américains, qui permettent de créer des respirations, de donner des consignes de jeu, et on arrive à des choses qui sont assez bluffantes. Mais avec ces limites dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que ça reste des mathématiques. Il n'y a pas d'humain, il n'y a personne qui vit derrière. Quand tu parlais de donner une réplique à une réplique qui a été générée, il n'y a personne en face. Comment tu veux réagir au visage, aux émotions que peut avoir l'humain? C'est impossible. Donc le rendu, il y a une perte de qualité. Hein. Et cette limite de perte de qualité, elle est importante. Sur la publicité, parce qu'on fait des expérimentations aussi sur la publicité, on a vu en fin d'année ce spot d'Intermarché qui a été fait par des humains. C'est drôle de se dire, de dire ça, tiens, ça a été fait par des humains, et etc. Et ça cartonnait, ouais, génial, machin. Mais qu'est-ce que ça raconte? Ça veut dire que la créativité, l'émotion, elle ne peut pas être créée par ces algorithmes, et la limite, elle est là. Et l'éthique, on en a parlé vite fait, mais c'est important. Et c'est là aussi qu'il faut se donner. Je vais te donner encore une vieille ref, je suis désolé. Tu te souviens peut-être la brebis Dolly? Qui a la ref de la brebis Dolly? Le clonage. Alors attends, levez les mains, qui a la ref? Voilà, quelques-uns. Mais c'est génial, je vais pouvoir changer mes métadonnées de mon podcast pour avoir effectivement métadonnées Dolly. Hein, on va tester. Donc à un moment donné, l'expérimentation de est-ce qu'on peut cloner des humains. Bon, à un moment donné, on a dit stop. Voilà. Et à un moment donné, il va falloir dire stop. Quand j'entends, vous avez peut-être vu ça, le second développeur de l'IA chez Meta qui veut faire pucer son gamin de 7 ans avec une puce Neuralink, stop. Voilà. Et tout ça, voilà. Est-ce qu'on en a besoin? On en revient aussi à ce que tu disais au début. Est-ce qu'on a besoin de l'IA? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Voilà. Il faut se poser toutes ces questions. Et prendre le bon chemin. Voilà, c'est pas ça. Je sais pas si j'ai répondu, excuse-moi. Je peux partir un peu dans tous les sens. De répondre. Ça te choque quand il dit qu'il teste une pub audio avec de l'IA pure, ou tu te dis bon, qu'il teste et puis il va revenir vers nous parce qu'il va s'apercevoir la valeur que ça a de faire ça avec des vrais gens? C'est comme les essais nucléaires. On fait des essais nucléaires. Pourquoi ? Faire des essais avec l'IA, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, soit on décide d'avancer avec l'IA, et donc on décide de faire une pub avec une voix IA, et donc on fait pas des essais, on y va. Je pense que faire des essais, essayer, c'est l'adopter, comme dirait l'autre. Le problème est tout autre. C'est que pourquoi on le fait? Est-ce qu'on le fait pour gagner de l'argent? Donc dans ces cas-là, si on le fait pour gagner de l'argent, on ne peut pas aller taper sur la tête des gens qui font de l'IA, OpenAI, qui lui ne pense qu'à gagner de l'argent. Si effectivement il doit supprimer une profession complète, s'il doit mettre des gens au chômage, s'il doit aller à l'encontre de toutes les réalités du droit commun, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'une voix clonée, enfin une voix IA, ça n'est que le résultat du plus grand hold-up qui a existé sur notre siècle. Parce que toutes les voix IA sont générées par des voix qui ont été volées. Aucune personne n'a donné son autorisation, ou alors quelques-unes, mais c'est très, très limité, a donné son autorisation pour dire « je vous donne ma voix et vous avez le droit de la cloner, et avec cette voix clonée, vous avez le droit de faire une autre voix ». Donc ça, c'est le débat des voix non reconnaissables. Si on est capable de le faire aujourd'hui, c'est parce que déjà, effectivement, à la base, il y a eu un vol considérable. Bon, alors il y a ça pour les voix, il y a ça pour les œuvres, effectivement. Aujourd'hui, au Parlement, on discute
sur l'idée de rétribuer finalement les œuvres qui auraient été pillées par des IA, c'est très bien. C'est-à-dire qu'en fait, on donne l'aumône aux gens en leur disant, voilà, on va vous piquer votre boulot, on va vous empêcher de pouvoir vivre, parce que le travail, on a beau dire, hein, même si on est dans une société où il faut travailler moins, etc., c'est quand même, je dirais, c'est ce qu'on appelle un objet social. On a besoin d'exister à travers quelque chose qui nous fait être reconnu dans la dans notre collectivité. On a besoin. Et donc, si effectivement on nous prive de tout ça, eh ben, au bout d'un moment, c'est est-ce que c'est ça qu'on veut? Voilà, la question c'est, est-ce que c'est ça qu'on veut? Voilà. Tu as un droit de réponse. Oui, juste, je suis pas d'accord avec toi sur le fait d'essayer, c'est l'adopter. Parce que essayer, c'est aussi se tromper. Alors, tu as fait la référence avec la bombe nucléaire. Oui, est-ce que ça devait exister ou pas? Il avait un argument massu, là. Hein, quand même. Non, mais il y a d'autres choses où on essaye dans la science et qui sont des avancées. Si on n'essaye pas des vaccins ou des choses comme ça, ça n'évolue pas. Donc, essayer, c'est se tromper. Et j'ai essayé pour se tromper, pour se dire... Ça ne peut pas aboutir de faire des pubs là-dessus. On perd en qualité, on perd en création, on va perdre pour l'auditeur lui-même. On voit que une publicité qui est efficace, il y a des études qui sont sorties, elles sont efficaces pas par le ciblage et le marketing, elles sont efficaces par rapport à l'émotion qu'elles transmettent. Voilà. Donc, pourquoi essayer justement pour se dire ça ne marche pas, il ne faut pas y aller, arrêtez les gars, maintenant c'est stop. Mais il faut pouvoir aujourd'hui connaître si tu veux qu'il y ait des camps et les trucs, l'adversaire, comprendre comment ça fonctionne, parce que derrière ça ne va pas empêcher les gars de continuer à fabriquer des armes ou des bombes nucléaires. Malheureusement, c'est pour ça on est d'accord, mais ils vont continuer et ça va continuer tous ces modèles, toutes ces entreprises, parce que il y a de l'argent derrière, voilà. Mais est-ce que ça doit nous empêcher de faire avancer et évoluer la société? Je vais me tourner vers Mathieu. Sinon, les deux là, on va pas les arrêter, hein, c'est sûr. Mathieu, quels sont les nouveaux métiers que tu vois chez ici, dans les 44 locales? Il y a des nouveaux métiers qui émergent avec l'IA, t'en vois des nouveaux? Alors, il va y en avoir énormément et qui nous concernent. Il y en a que je n'imagine même pas aujourd'hui. Pour l'instant, c'est pas tant la création de métiers que de donner des nouvelles compétences à des gens qui travaillent déjà pour nous. C'est-à-dire notamment la nécessité de comprendre, je le redis, cette intelligence artificielle, comment elle fonctionne, parce que parfois on est un peu naïf et qu'aujourd'hui, vous avez bien vu, on parlait tout à l'heure d'OpenAI, ChatGPT, ils l'ont rendu public. Maintenant, il y a une version payante, mais au début, tout était libre parce qu'il fallait l'entraîner. Tout le monde allait dessus en se disant « Ah, c'est génial !» On nourrissait la bête et puis elle a grossi. Et aujourd'hui, j'ai des exemples, pour être tout à fait honnête, chez moi, parce qu'il y a des comptes ChatGPT dans différentes locales et tout le monde peut l'utiliser pour s'amuser. J'ai découvert, parce qu'on accède à l'historique, que certains, par exemple, avaient dit ChatGPT, aide-moi à faire un entretien de recadrage avec un des salariés. Je trouve ça complètement dingue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de confier ce genre de choses. Donc, une fois que je te dis ça, il y a des métiers qui n'existent pas encore, qui vont sans doute exister, ça c'est une certitude. Il y a des métiers qui malheureusement vont disparaître, et c'est pour ça, je le redis, qu'il faut qu'on soit très prudent là-dessus. Et il y a des métiers qui doivent évoluer, c'est-à-dire avoir des nouvelles compétences pour pouvoir l'utiliser avec intelligence. C'est-à-dire d'être capable de l'utiliser, ce pourquoi elle est faite. C'est exactement ce que disait François-Xavier, moi je le rejoins. Tester, ça permet de trouver les limites. Donc il faut tester, parce que si on ne teste pas, on peut décréter que c'est mal. Je pense que tout n'est pas mal, c'est-à-dire qu'il y a des choses que ça peut permettre aujourd'hui que ça ne permettait pas hier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'agence de signaux faibles, moi c'est quelque chose qui ne pourrait pas exister sans ça, très honnêtement, ou alors ça me prendrait des mois à chaque fois. Donc ça c'est intéressant, tester les limites, les repousser ou les ramener vers soi, ça c'est intéressant. Et puis je dirais un truc. J'ai eu la chance de diriger le magazine Interception, je ne sais pas si vous connaissez, sur France Inter, qui est le magazine de reportage de la rédaction de France Inter. Et à l'époque, j'avais fait, puisque je le dirigeais, mais je faisais aussi des reportages, j'avais fait un reportage sur l'intelligence artificielle. Donc je passe de quelque chose il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était vraiment le tout démarrage. Un siècle, une éternité, comme dirait l'autre. Voilà, c'était même oui, c'est ça, 5 ans. C'est pour donner des refs aussi, hein, c'est pour donner des refs. Rémi Brica, Dolly, et on est pas mal. Et c'était Jodassin, vous avez gagné, merci. Bravo. Hop. Et donc, j'avais dans ce reportage consacré à l'intelligence artificielle, j'étais allé rencontrer des chercheurs de l'INRIA, ici à Paris, qui sont parmi les plus grands chercheurs qui s'intéressent à l'intelligence artificielle. Et il y en a un qui m'avait dit, un ingénieur, il m'avait dit,
Vous ne reconnaîtrez pas le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Dans 5 ans, vous ne le reconnaîtrez pas. Ça va tout bouleverser. Et il dit dans 10 ans, ce sera encore pire. Vous êtes face à ce qu'on appelle la 3e révolution industrielle. Voilà. La 2e, on l'a tous connue, a priori, c'est Internet. Vous avez vu à quel point ça a changé notre monde. Et il me dit la 3e, c'est l'intelligence artificielle. Vous ne reconnaîtrez pas votre monde. Internet, le mobile et l'IA, c'est ça les trois. Alors, la première, c'est la révolution industrielle, c'est les industries, ça, c'est le 19e siècle. Ouais. Ok. Bon, ça m'ouvre les champs vers finalement la question où je vais vous demander à chacune, parce que je vois Marie-Noël qui est là, et chacun d'entre vous de sortir votre boule de cristal. Vous allez la référence c'est Madame Irma, ça parle à certains aussi. Hein. J'aimerais qu'on se projette à 3, 4, 5 ans. Voilà, cette IA, elle a pris ou pas, etc. Jean, on se revoit ici même au Paris Radio Show 2031. Philippe Chapeau ne le savait pas encore, mais on a réservé la Bellevilloise. Il s'est passé quoi? Comment tu vois ce monde-là? T'es parti à la pêche, qu'est-ce que tu fais? Patrick Cuban fait du canoë-kayak, qu'est-ce qu'on fait? Alors Patrick Cuban et moi-même en fait auront été enlevés par les États-Unis. Et on serait peut-être en captivité. Ça ferait une jolie stérilité, ça. Voilà. Mais en revanche, vous ne vous en apercevrez pas parce qu'ils nous auront envoyé des répliques numériques. Donc je serai devant vous, mais ce ne sera pas moi. Et vous n'y verrez que du feu. Voilà ce que je crois. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Vous parliez effectivement de la révolution industrielle. Bon, ça a créé, je dirais, les métiers de nos parents ou de nos grands-parents. Et ça a créé toutes les évolutions qu'on a connues après, qui ont permis effectivement d'arriver jusqu'à l'ordinateur et qui ont permis effectivement d'arriver jusqu'au téléphone. Enfin, le smartphone. Aujourd'hui, on fait une loi. Aujourd'hui, donc X temps après le téléphone, on est obligé de faire une loi qui interdit le téléphone à nos mineurs. On est obligé, l'État est obligé d'intervenir pour faire une loi qui interdit les téléphones à nos mineurs. On est 10 ans après. Presque un peu plus. Hein. Presque un peu plus, voilà. Beaucoup plus. Donc, j'espère que nous n'attendrons pas encore 10 ans ou 15 ans ou 2030 pour que l'État, effectivement, régule cette innovation qui ne peut pas être un progrès si elle n'est pas régulée. Bon, moi j'espère en tout cas que tu sois là pour le Paris Radio Show 2031, en présentiel, en vraie vie, et qu'on passe du bon temps tous ensemble. Allez, Mathieu, même question pour toi. T'as ta boule de cristal dans 3, 4, 5 ans. Raconte-nous un petit peu comment tu vois les choses dans ton métier. Je suis sûr que tu as une réponse. Non, mais j'ai une hyper précise. Bien sûr, évidemment, comme toujours. Non, mais plus sérieusement, on est quand même dans un monde qui est complètement dingo. Et honnêtement, je pense que cette question-là posée il y a 10 ans, par exemple, pouvait peut-être être... on pouvait y répondre peut-être un peu plus facilement. Aujourd'hui, je suis bien en peine de le dire, notamment parce que vous avez vu tout ce qui se... Enfin, tous les jours, il y a quand même quelque chose où on se dit... Moi, j'ai un copain, il a une grande théorie, il dit en fait, on est tous morts et on ne le sait pas. Et du coup, on vit dans un monde qui est complètement dingo, mais en fait, on ne sait pas. Voilà, c'est ça. Et je trouve que cette théorie, plus les jours passent et plus elle a du crédit, messieurs, parce que voilà, tous les jours, Trump fait une nouvelle déclaration qui nous amène dans des trucs, tous les jours, enfin, honnêtement. Donc, plus sérieusement, ce que je vais dire, c'est que je pense que pour parler de ma partie, et notamment des radios, et notamment de l'information dans les radios, je pense, en tout cas j'espère, puisque vous savez que le service public n'est pas sans ennemis, que nous existerons toujours déjà. Je pense que tout l'enjeu pour nous est de montrer à quel point nous sommes nécessaires, et que ce n'est pas pour rien que nous avons les ennemis que nous avons, et je pense que tu peux partager ce que je veux dire qu'on a les ennemis qu'on mérite, ça? Pas qu'on mérite, non, mais je sais pourquoi les gens... accusez votre chien d'avoir la rage pour le piquer, vous voyez ce que je veux dire. Et aujourd'hui, partout, les gens qui ont un projet politique sont ceux qui nous accusent d'avoir un projet politique. Vous voyez ce que je veux dire. Et de ça, aujourd'hui, il faut qu'on soit très conscient en défense de ça, parce que les valeurs qui sont les nôtres, c'est l'inverse de ce dont on nous accuse. Nous n'avons pas de projet politique. Nous sommes un média public à destination de tous les Français. Radio France, ça coûte 80 centimes par mois aux Français, 80 centimes par mois, pour avoir l'intégralité des programmes auxquels vous pouvez vous abonner gratuitement, des podcasts, des radios, de l'information locale, de l'information internationale. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que j'espère que nous, dans quelques années, on sera encore là et qu'on sera notamment un rempart. Je ne serai pas seul, parce que je pense que vous serez à mes côtés, mais qu'on soit le phare dans le marécage. Vous voyez ce que je veux dire. Je suis assez pessimiste par rapport à notamment l'information dans 4-5 ans. C'est-à-dire à quel point, je vous disais tout à l'heure, des sites se génèrent à base d'IA, les fake news ne cessent de proliférer, on raconte tout et n'importe quoi, il y a des tentatives d'ingérence étrangère, à la fois sur les élections municipales qui arrivent, nous on a été alertés là-dessus, sur la présidentielle qui s'annonce l'année prochaine, ça va être honnêtement quelque chose de très compliqué. Donc j'espère
qu'ensemble, on sera des phares dans les marécages. Il faut qu'on soit là pour montrer que le monde est complexe, que le monde ne s'oppose pas, que le monde peut vivre ensemble. Voilà, j'espère ça en fait. Super, puis on espère que ça coûte plus cher que 80 centimes parce que vous avez besoin d'avoir de l'argent pour faire aussi votre métier, c'est important. François-Xavier, boule de cristal, réponse courte, j'ai un timing à respecter, merci. Cher monsieur. C'est sympa. Ah bah oui. Je vais reprendre le terme de Mathieu, vivre ensemble. J'espère que dans 10 ans, tu m'as dit ? Non, j'ai pas dit dans 10 ans. t'as dit J'étais le vachement prochain. plus précis que ça, beaucoup plus près. On arrive. 5 ans, Paris Radio Show 2031. Philippe Chapeau vient de réserver la Bellevilloise. Non. Donc j'espère qu'on arrivera à vivre ensemble. C'est le plus important parce que ça veut dire qu'on est unis face à tous. Aujourd'hui, tu parlais de phares, mais aujourd'hui on dit la même chose, mais on n'avance pas ensemble. J'étais à Média en Scène il y a quelques semaines et la presse était unanime, les syndicats, etc. Oui, il faut qu'on récupère la valeur chez ces plateformes et ils n'étaient pas d'accord entre eux. On n'arrivait pas à se souder. Même aujourd'hui, le service public, oui, il faut des journalistes, il en faut. Il faut financer la culture, il faut financer la radio, il faut financer le journalisme. C'est un droit démocratique, c'est un devoir que nous devons. Mais il faut pas nous opposer. Et parfois, entre nous, on fait cavalier seul et on veut essayer seul. Et on peut pas. Et si on n'arrive pas à faire ça, on va rater tous les enjeux. Dans 5 ans, il sera donc Jean sera kidnappé par les Américains. Et moi, j'ai pas envie que Jean soit kidnappé par les Américains. J'ai pas envie d'aller vivre sur Mars. Ne nous volez pas, Jean. Ne nous volez pas, Jean. J'ai en confiance dans l'humanité et je veux avoir confiance dans l'humanité. Donc, j'imagine qu'on vivra tous ensemble bien et qu'on sera tous heureux et dans le bon sens, avec de l'éthique, de la responsabilité et de la régulation. Et il faut la régulation et pas dans 10 ans. Okay. Il la faut maintenant. Super, c'est noté. Régis, et puis après je passerai le micro à Marie-Noël qui aura le mot de la fin. Régis, 3, 4, 5 ans, 2031, Paris Radio Show 2031, tu vois ça comment ? Alors moi je vais être très optimiste. Tu es encore là, tu fais 17 millions d'audience Ah oui, bien sûr, non. Sur Radio Player, c'est ça ? Je rebondis sur ce que disait François-Xavier, sur la nécessité pour les radios d'être unis et d'aller dans le même sens. Pour un secteur, c'est très important. Donc, si je me projette, j'espère vraiment que les radios du monde entier seront toutes réunies dans Radio Player. Parce qu'il faut le rappeler, Radio Player, c'est une initiative qui a été montée par les radios, qui est détenue par les radios pour distribuer les radios et peser dans les négociations avec les constructeurs automobiles, avec les GAFAM, avec les nouveaux acteurs de l'IA qui arrivent. Si on est unis avec une technologie commune, on peut réussir à rester ce phare dans le marécage, dont on parlait tout à l'heure, avec une radio produite par des vraies voix, des vrais humains, des vraies musiques, des vrais programmes, des vraies pubs. Et donc si dans 5 ans on arrive à être tous ensemble, à avoir du poids dans l'industrie, et à continuer d'être distribué, d'être toujours cette voix pour des citoyens dans un monde qui aura changé et qui, effectivement, dans lequel la confiance dans les médias sera à la fois effritée, mais dans lequel la radio restera peut-être quelque chose de très concret, parce qu'il n'y a rien de plus personnel qu'une voix. Un écrit, c'est plus difficile, on peut plus facilement le diluer ou le cacher, mais la voix, ça reste quelque chose de très fort. Donc je crois vraiment que la radio et les radios unies ensemble dans Radio Player peuvent continuer à exister en 2031. Merci, moi j'ai enfin compris la mission, la raison d'être de Radio Player. C'est très clair, merci. Ça permettra à tout le monde de s'unir et d'être plus fort. Le mot de la fin, je vais le laisser à Marie-Noël Lemoyle, Énergie Globale, même exercice que les autres. Tu as eu un peu plus de temps que les autres pour préparer, c'est-à-dire tu as eu 5 minutes. C'est vrai. Donc maintenant, les idées claires. 2031, raconte-nous ta vie. Alors d'un point de vue publicitaire, moi je dirais 2 mots, optimiste et hybride. Optimiste parce que j'espère que d'ici 4 ans, d'un point de vue, on voit, on a les GMA qui captent les 2/3 du marché publicitaire, groupe privé, on est financé quasiment à 100% pour la publicité. Si ce sont ces acteurs extra-européens qui captent la valeur, on n'existe plus. C'est valable aussi pour les journalistes, c'est valable pour même le pluralisme en fait médiatique en France. Donc j'espère que d'ici là, il y aura une prise de conscience des annonceurs, qu'à un moment donné de flécher ces investissements publicitaires au sein de marques médias, brand safe, qui sont des écrins aussi pour leur communication, que ce soit efficace et qu'elles sachent en plus que ça sert justement aux médias. Peut-être qu'il y aura de la régulation aussi, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'asymétrie sur le marché publicitaire.
Donc j'espère qu'on arrivera là, justement, pour un rééquilibrage des investissements publicitaires et de faire en sorte que on puisse continuer à faire chacun ce qu'on fait, de divertir, d'informer avec des marques de qualité. Et hybride, parce que je pense que là, je vais reprendre vraiment ma casquette publicitaire, je pense qu'elle sera hybride parce que la publicité, elle sera d'un côté créative, parce qu'on aura besoin de vrai, de live, de faire vivre des expériences réelles avec les auditeurs, avec les consommateurs. Donc c'est là où la Big ID elle est hyper importante, c'est là où l'événement va être important, c'est là où la relation va être encore plus importante. Et de l'autre côté hybride, parce qu'elle sera aussi très technologique, où je parlais tout à l'heure de protocole agentique, oui c'est ce qui va arriver. Enfin, si en tout cas on veut aller jouer sur ce terrain de jeu, c'est même un enjeu de pérennité en fait, de pouvoir être capable d'être sur ce terrain-là. Donc voilà, je dirais optimiste et hybride. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut tous les applaudir chaleureusement. Allez-y, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir joué le jeu, d'avoir été très attentifs. Je vous ai observé avec beaucoup de passion sur le sujet. Merci à nos intervenants. Restez dans la salle parce qu'on a des choses à vous annoncer. Merci à vous tous qui avez écouté cet épisode du podcast. On a tenté de réinventer la radio à l'ère de l'IA. À très bientôt. N'hésitez pas à partager ça sur votre bonne plateforme de balado-diffusion. Puis abonnez-vous et puis partagez. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Merci. Connected Mate.